Kwedo village dans la commune de Cocody, les populations sous le choc après l'incendie qui a causé ce matin d'importants dégâts matériels. Tous mobilisés pour la réussite de l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de la Salubrité. Les populations essayent de garder leur quartier propre. Enfin, 20 février 2010, l'île de Madère au Portugal frappée par des pluies torrentielles. Bilan, une quarantaine de morts et plus de 100 blessés. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Des sapeurs-pompiers mobilisés pour maîtriser un feu aujourd'hui aux alentours de 10 h à Kwedo village. Un incendie provoqué par un court-circuit s'est déclaré dans ce sous-quartier de la commune de Cocody. Et selon des témoins, 2 enfants seraient restés prisonniers des flammes. On déplore également des dégâts matériels importants. Kone Pargasoro. Ces agents du centre de secours et d'incendie de l'Indénié au cœur des flammes. Ils tentent de sauver certains effets des populations du sous-quartier d'Akwedo village. Toutes les maisons construites en baraques parties en fumée. Les causes de l'incendie survenu aux environs de 10 h sont toujours inconnues selon les secours. À la tâche, ils disent rencontrer des difficultés. Là où se trouvaient les flammes au départ, c'était inaccessible. J'ai fait demander à mes hommes de casser les baraques qui étaient devant nous, de sorte qu'on puisse avoir accès. Mais c'était difficile. C'était difficile. Un incendie qui serait provoqué par un court-circuit selon des témoignages recueillis sur place. Il y a ma voisine, il y a un enfant, l'enfant ne vaut pas 5 ans. L'enfant a vu du feu qui a commencé à prendre les fils de courant. L'enfant a crié, maman, viens regarder. Sa maman est arrivée, quand sa maman regarde, le fil de courant a déjà pris feu. Quand sa maman a crié, dès qu'elle a commencé à faire sortir les vases, toute maison a pris feu. Elle n'a pas pu faire sortir quelque chose. On a tout perdu. Sous le choc, certains essaient de sauver ce qu'ils peuvent quand d'autres, avec des seaux d'eau, tentent d'éteindre les flammes. La maison a brûlé, toutes les maisons à peu près. Les papiers, les pièces, les diplômes, voilà. BPC, BAC, BTS, tout a été brûlé. En tout cas, nous sommes découragés. D'autres témoins parlent même de 2 enfants qui seraient restés sous les flammes. C'est l'enfant de ma voisine. Donc elle était allée au marché. Donc on ne sait pas comment on va faire. Elle-même elle pleurait. Actuellement, elle n'a pas encore trouvé son enfant. Une information que ne confirme pas le sergent-chef Tao Wanomo Georges du centre de secours et d'incendie de l'Indénié. Moi, je suis arrivé, la première des choses, c'est de savoir s'il y avait une vie humaine qui était engagée. Je n'ai pas eu de quelqu'un pour dire bon, j'ai tel enfant dedans. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, il faut cependant relever d'énormes dégâts matériels. Et pour le chef des opérations, la priorité est d'éteindre complètement le feu pour éviter qu'il atteigne les compteurs de courant électrique à quelques mètres des flammes. L'actualité dans la région de Bouaké, c'est la fin de l'opération dénommée reprise en main de la ville de Bouaké. Cette intervention a été effectuée par la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie pour lutter contre la criminalité. Au moins 52 personnes ont été interpellées, 4 fumoirs détruits et un lot important de drogue saisie. Les explications de Soro Corona et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Quartier zone Bafon, petit barrage de Bouaké. Cette palmeraie est l'un des fumoirs les plus fréquentés de la ville. Depuis le jeudi 17 février, ce fumoir a été détruit avec l'interpellation de 33 personnes, dont 4 élèves. C'est une action de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie dans le cadre de l'opération La reprise en main de la ville de Bouaké. Une opération lancée le 31 janvier dernier pour lutter efficacement contre la montée de la criminalité et la prolifération des stupéfiants à Bouaké. Ce qu'ils ont pris avec moi, c'était pour ma consommation, pour ne pas être ici fréquemment pour aller à l'école. Avec marchandises, ils m'ont demandé où il y a de marchandises. J'ai dit, bon, sincèrement, moi je viens à peine d'aller prendre, ils m'ont appelé pour aller chercher. Avec 8 mois, c'est un ami qui m'a mis dedans à 5 fois. Je suis au collège moderne Gonfreville. Ça fait plus de 2 mois, moi, je fume, donc je ne connais pas le ghetto. Donc c'est quand ils ont ça, ils me font signe, je fume aussi. L'opération La reprise en main de la ville de Bouaké a pris fin le jeudi dernier avec la participation de l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de Bouaké aux côtés de la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale. Cette action a permis en 17 jours de détruire 4 fumoirs, d'interpeller 52 personnes, dont 4 militaires, 3 femmes, 5 élèves et de saisir d'importantes doses de drogue.
On poursuit avec cette belle initiative des populations du district d'Abidjan. Elle prépare à l'avance l'opération Grand Ménage, initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Cet événement, qui va démarrer le 23 février prochain, veut encourager chacun à rendre les villes et villages du pays plus propres. Un enjeu majeur de santé publique, faut-il le préciser. Maintenir son environnement propre, c'est ce que tente de faire Mariam une fois après avoir fini de vendre. Je vends de l'eau, des sucreries. Quand je finis de vendre le soir, je balaye. Matin, quand je reviens encore, je balaye avant de m'asseoir chaque jour. Contribuer à la lutte contre l'insalubrité, chauffeur de taxi et riverain essaie tant bien que mal à travers de petits gestes. Quand il paye galette ou l'eau chassée, quand il finit de manger, bon, je ne jette pas dans la rue, je garde. Quand je vois les poubelles, je jette là-bas. Quand j'achète un Kleenex que je finis d'utiliser, qu'il n'y a pas une poubelle à côté, je mets dans ma poche jusqu'à ce que j'arrive dans l'endroit où je vais tout bien trouver une poubelle et puis jeter dedans. Dans certains quartiers, des initiatives personnelles sont aussi prises pour rendre le cadre de vie propre. À l'avenue 11 à Trècheville, des jeunes volontaires ont décidé de donner un visage reluisant à leur quartier. Lorsque la collectivité locale a fait passer un bitume dans notre quartier, nous nous sommes levés nous-mêmes, jeunes gens, de manière bénévole. Nous avons interdit d'abord les garages anarchiques, nous avons protégé le bitume et nous le balayons chaque dimanche, vu la situation socio-économique. Si nous partons vers les propriétaires de cours pour leur dire, payez la peinture, nous on va peindre et vous allez payer la main-d'œuvre, ça là, il allait avoir un blocus. Donc nous nous sommes décidés, nous avons dit, payez la peinture, nous on peint cadeau. Le choix de l'environnement propre s'impose donc pour bénéficier des bienfaits de la nature. La salubrité, un milieu propre, contribue à une âme saine. On ne peut pas se développer dans un milieu insalubre. Il est bon pour tout citoyen et qui se veut un acteur du développement, non seulement d'être propre de l'intérieur, mais également d'être propre de l'extérieur. Le manque d'hygiène et de propreté du cadre de vie ont des conséquences néfastes sur la santé. Il y a une multitude de pathologies. Les plus connues, d'abord le paludisme, la fièvre typhoïde, et puis on peut parler des infections respiratoires aiguës. Il y a aussi les dermatoses, comme la gale. Une invitation à préserver son environnement et promouvoir un cadre de vie sain. Un reportage de Grace Kando. Au chapitre santé, l'insuffisance rénale, maladie grave dont la prise en charge précoce permet d'éviter les complications. Malheureusement, prodiguer des soins aux patients coûte excessivement cher. On en parle avec Malika Koulibaly. L'insuffisance rénale, cette maladie silencieuse atteint des millions de personnes à travers le monde. On la croyait une maladie d'adulte que non. Malheureusement, les enfants aussi en sont victimes. Les causes des maladies rénales chez l'enfant, vous avez des causes qu'on dit congénitales, c'est-à-dire que l'enfant naît avec une malformation déjà au niveau du rein. Ensuite, vous avez des causes acquises, c'est-à-dire que c'est des pathologies générales qui vont retentir sur le rein, notamment le paludisme et de plus en plus aussi il y a l'automédication où les médicaments sont pris pas dans les normes. Malgré le grand nombre de malades du rein, les structures de prise en charge se font rares. Pour la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest, un seul centre, l'unité des néphrologies pédiatriques, sise au CHU de Yopougon. Pour dépister, pour voir si la personne a une insuffisance rénale ou pas, je vous dis en 1 heure du temps, on peut savoir si la personne a une insuffisance rénale ou pas, parce que c'est 2 paramètres spécifiques, qui est l'urée et la créatinine. Surtout la créatinine, qui nous permet de voir est-ce qu'un patient a une insuffisance rénale ou pas. Un enfant déclaré malade, comment se fait sa prise en charge? Alors, ça va dépendre de la cause. S'il s'agit d'une maladie acquise, c'est-à-dire que si c'est secondaire un paludisme, il faut traiter le paludisme et mettre un régime en place pour que l'enfant retrouve la fonction du rein. S'il s'agit d'une maladie qui est la plus fréquente chez l'enfant, qu'on appelle le syndrome néphrotique, il y a une prise en charge qui est faite et qui dure. On peut partir minimum 6 mois
mais la pathologie peut être prise en charge jusqu'à 5 ans pour pouvoir avoir une guérison. Une prise en charge qui n'est toujours pas à la portée des parents. 100 000 francs la séance d'hémodialyse. Si aux autorités, vraiment, qu'ils soutiennent beaucoup les parents parce que vraiment, ces maladies-là, si ton enfant a ça, tu dépenses beaucoup. Avec tous les efforts qui sont faits au niveau des adultes, il faut que ces efforts-là aussi réjaillissent au niveau des enfants pour que les enfants soient pris en charge par l'État quand ils doivent bénéficier d'une dialyse, pour que le coût soit moindre pour les parents. Et secondairement, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Un appel qui, heureusement, est entendu par des bonnes volontés. Le cas du Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Spectrophotomètre, urinogramme, automate d'hématologie. L'essentiel y est pour une prise en charge efficiente des petits patients. Mais à l'unité des néphrologies pédiatriques, le coût de la prise en charge reste encore élevé. Une angoisse continuelle pour les parents et pour les malades. La technologie au service des arts, c'est ce qui ressort des premières rencontres internationales des arts numériques d'Abidjan. Cet événement s'est déroulé du 9 au 11 février dernier à l'Institut français. Il s'agissait de faire connaître les arts numériques au grand public. L'art numérique est l'ensemble des créations artistiques utilisant un support numérique ou digital. Les rencontres internationales des arts numériques d'Abidjan, RIANA, visent donc à familiariser les créateurs avec cette nouvelle vision artistique sur le continent. Il est aussi question à travers ces rencontres de les encourager à utiliser la nouvelle technologie. À travers l'installation Lumina Fiction, l'artiste Golnaz Beruznia exprime sa vision artistique. Ce qui est intéressant dans la création numérique pour l'art, c'est que ça nous permet d'aller au-delà des médiums classiques comme la peinture, la sculpture. Quand je fais une peinture, je reste dans la métaphore, dans la forme, mais à travers le numérique, je pourrais créer quelque chose qui a le même principe de vie. Lumina Fiction est une œuvre multimédia, immersive et interactive, concentrée sur le vivant qui fait vivre au spectateur un voyage à l'intérieur d'un monde imaginaire. C'est un travail qui est complètement non scientifique, c'est un travail qui n'a pas de valeur scientifique, mais qui va questionner, chercher dans les sujets autour de la vie, la biologie, tout ça, et faire des nouvelles propositions. Pour Jacob Bleu, les RIANA sont une occasion pour les artistes africains d'apporter une plus-value à leur création. Le monde est en pleine mutation et nous avons besoin de nous mettre au diapason des évolutions. Aujourd'hui, au niveau des créations qui se font, l'art n'est plus figé. Les expressions artistiques ne sont plus figées. Et nous apprenons avec les outils informatiques à manipuler des formes, à manipuler des programmes. Mais au-delà de ces programmes que nous manipulons, de ces formes que nous manipulons avec l'informatique, nous pouvons aller au-delà. Les rencontres internationales des arts numériques d'Abidjan sont une grande première en Afrique. La deuxième édition est prévue l'année prochaine. On faisait le point avec Issa Yeo. Enfin, 20 février 2010, l'île de Madère au Portugal dévastée par des pluies torrentielles. Les secours s'organisent au lendemain des inondations qui ont fait 40 morts, 120 blessés et 250 sans-abri. Les pays européens, sous le choc, manifestent leur disponibilité pour fournir l'aide nécessaire. Les explications de Franck Quadio. Les pluies diluviennes qui se sont abattues le samedi 20 février sur l'île portugaise, selon un bilan provisoire à l'époque, auront fait plus de 70 blessés. Les secours se sont organisés dimanche sur l'île touristique de Madère, région autonome du Portugal, au lendemain de pluies torrentielles qui ont fait au moins 40 morts et plusieurs dizaines de blessés, plongeant la capitale Funchal dans le chaos. Peu de ressortissants étrangers signalés parmi les victimes de la catastrophe qui a frappé l'île, très prisé par les touristes notamment britanniques et allemands. Samedi soir, le Premier ministre José Socrates, en visite sur l'île située à 900 km au sud-ouest du Portugal, a promis toute l'aide nécessaire pour que Madère puisse démarrer immédiatement les travaux de récupération. Le lendemain dimanche, un avion C-130 de l'armée portugaise devait quitter Lisbonne pour Funchal avec à son bord une équipe cynophile, des plongeurs ainsi que des médecins légistes.
Selon les chiffres du gouvernement régional du Madère, au moins 70 personnes ont également été blessées dans les intempéries. Elles ont provoqué inondations et glissements de terrain, en particulier à Funchal, la capitale régionale située sur la côte sud de l'île, où vivent 100 000 habitants sur une population totale de 250 000 personnes. Dans certaines maisons du centre-ville, la boue est montée jusqu'au premier étage. Détritus et gravats encombraient encore la voie rapide qui réunit Funchal à l'aéroport rouvert au matin. Voilà, merci de nous avoir suivis ce soir.